Le chapitre de cette semaine s'appelle Sendai, partie 3, et pas le temps de souffler pour Yuta qui, à peine vainqueur de son combat contre Kuro Urushi, enchaîne avec une adversaire autrement plus puissante, j'ai nommé Uro Takako. On y va pour la review. Pas de temps mort pour Yuta, depuis son apparition dans la track, on monte encore en puissance dans ce scan pour un chapitre qui contraste quand même avec celui de la semaine dernière. On a beaucoup plus de dialogue et surtout on en apprend plus sur un de ces nouveaux personnages dont Akutami a le secret. On y va pour le résumé, ça va être un petit peu plus long que ces dernières semaines, je vous préviens. Le chapitre s'ouvre sur une superbe planche d'Uro flottant dans les airs avec le ciel comme couverture. On rentre ensuite dans le dur avec une attaque frontale surprise d'Uro qui envoie Yuta s'écraser un peu plus loin dans le décor. Elle ne laisse pas la possibilité à son adversaire de se poser plus de questions et part dans un corps à corps. Yuta tente bien une riposte mais en vain. Uro utilise alors sa technique et tord l'espace derrière elle, ce qui a pour effet d'attirer Yuta dans sa direction et de pouvoir lui asséner un violent coup de coude dans le visage. Yuta s'aperçoit que son bras est déformé avant de reprendre sa forme originelle, le tout sans ressentir la moindre douleur, ce qui lui permet de formuler une hypothèse quant au pouvoir de son opposante. Selon lui, on ne serait pas sur une manipulation de l'espace qui pourrait écraser son adversaire, un peu à l'image du pouvoir de Gojo, mais bien sur un pouvoir qui permettrait des déformations comme certains phénomènes que l'on peut apercevoir au travers d'une lentille. Et c'est le moment qu'Uro choisit pour dévoiler le fonctionnement de sa technique. On sait que dans Jujutsu, dévoiler sa technique occulte permet d'en augmenter sa puissance, et donc elle nous explique qu'elle peut manipuler l'espace en saisissant un pan de la surface comme si elle était plate. S'ensuit alors un dialogue entre nos deux adversaires du jour. Yuta use de provocation en demandant à Uro si ça ne la dérange pas de se faire tuer par lui, en dépit de sa force, qui pourrait lui permettre d'engranger un maximum de points contre d'autres adversaires. Uro saute à pieds joints dans le jeu de Yuta et lui exprime les regrets qui l'ont poussé elle et les autres à accepter le marché de Kenjaku pour pouvoir ressusciter. Yuta l'écoute attentivement avant de lui demander s'il n'y a pas quelqu'un qu'elle aime dans ce monde, avant de continuer sur son incompréhension de tuer autant de gens pour seulement quelques regrets. Cette sortie de Yuta ravive certains souvenirs visiblement douloureux à Uro, qui suppose à tort, et on en parlera dans l'analyse, que Yuta descend des Fujiwara, souvenirs qui lui donnent une expression de colère bien visible sur le visage. Et c'est le moment pour Yu de rentrer en scène avec son Granit ou Granité Blast. Uro a le temps de se protéger avec sa technique alors que Yuta décide de la jouer frontale et court en direction de Ryu qui lance une nouvelle attaque. Yuta profite du chaos créé par cette dernière pour prendre Ryu à revers et le chapitre se termine sur le prochain affrontement de ces deux-là alors que Uro a étrangement disparu. Avant de vous donner le sommaire de cette analyse, il est bon de vous rappeler, dans la mesure de votre envie bien évidemment, d'interagir avec ce podcast et pourquoi pas de laisser un petit like, c'est bête, mais c'est toujours extrêmement motivant pour les tout petits créateurs de contenu comme moi et comme plein d'autres sur cette plateforme, de voir son travail apprécié par ce biais-là et pourquoi pas vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Sommaire donc, on va pas mal s'attarder sur Uro bien sûr, et surtout de son rapport avec ce qui est supposément son clan, et le mettre en parallèle avec Yuta. On va faire une petite leçon d'histoire à ce sujet d'ailleurs, je vous préviens, mais c'est extrêmement passionnant. On va parler rapidement de sa technique, de Yuta, et du prochain combat qui s'annonce. Avant toute chose, j'aimerais souligner la qualité du design d'Uro. Elle est sublime. Elle me fait pas mal penser à Mei Mei dans le côté très fatal, très féminin, dans le sens où on l'entend communément. On sait qu'Akutami sexualise très peu ses personnages féminins, et on leur remercie pour ça d'ailleurs, mais quand il le fait, c'est de très haut vol et c'est surtout loin d'être gratuit. Elle et sa technique, quand elles seront animées dans 4-5 ans, du coup, ça va être sublime. Bref, on en revient au combat principal de cette semaine, Yuta contre Uro, avant de se concentrer sur elle et son background. Sa technique, déjà, je pensais que ça allait être encore un truc hyper alambiqué, mais en vrai, ça va. À moins qu'elle nous cache quelque chose, mais elle semble en tout cas être dans la lignée de cette technique simple sur le papier, mais très efficace si elle est utilisée correctement, comme celle de Lazy, avec ce petit truc en plus de cool quand même, parce que les planches où elle tord la surface sont quand même super efficaces. Encore une fois, on sent le plaisir que le mangaka a pris à imaginer cette technique et la forte inspi Togashi qu'il y a derrière. Ce qu'on sait, c'est que ce pouvoir donc ne blesse pas directement l'adversaire, mais dans le style de combat d'Uro qui visiblement est plutôt style combat rapproché. À voir quand même à l'avenir si elle n'utilise pas un objet maudit, mais dans la mesure où je vous l'ai dit, où elle semble se battre au corps à corps, pouvoir augmenter et surtout diminuer la distance entre elle et son adversaire semble être un atout non négligeable, comme on a pu le voir au moment où elle tire la surface derrière elle pour attirer Yuta et pouvoir le frapper plus facilement. Je vais pas m'attarder plus que ça sur sa technique parce que, comme je viens de vous le dire, je pense pas qu'il y aura énormément d'autres choses à découvrir dessus. Non, on va plutôt parler maintenant de son état d'esprit, de son histoire, et pour ça je vais m'appuyer sur le passage où Yuta lui demande s'il n'y a pas quelqu'un qu'elle aime dans ce monde.
À ce moment-là, elle lui demande s'il ne partage pas le même sang que les Fujiwara. Et là, je fais une précision parce que j'ai vu notamment dans la communauté anglo-saxonne que ce passage n'était pas clair. Mais là, Uro se trompe. J'en ai déjà parlé, mais Yuta comme Gojo descendent des Sugawara. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Yuta se garde bien à ce moment-là de lui dire la vérité. On en revient vraiment à cette notion de jeu de dupe, de mensonge qui est omniprésente depuis le début de la traque. On essaye de garder le maximum d'informations pour soi. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est l'expression sur le visage d'Uro quand elle dit ça. Graphiquement, on voit les vaisseaux sanguins de son visage ressortir et dans l'expression globale, on sent le ressentiment, on sent la colère à l'évocation d'une potentielle filiation de Yuta avec les Fujiwara, alors que je vous le rappelle, mais elle nous a été introduite dans le chapitre 173 comme travaillant pour ce clan en tant qu'assassin. Au vu du chapitre, comme je vous disais dans le sommaire, un point historique ne me paraît pas superflu, mais c'est véritablement passionnant parce qu'on parle beaucoup de Jujutsu par les symboles du bouddhisme, du shintoïsme, de la religion finalement, mais on oublie trop souvent le socle historique sur lequel s'appuie le manga d'Akutami, parce que ces deux familles, comme je disais la semaine dernière, ont véritablement existé et étaient des clans historiquement rivaux pendant la fameuse ère Heian, ère de Sukuna, ère décrite dans le manga comme étant l'âge d'or de l'exorcisme. Pendant l'ère Heian, qui débute en 794 après Jésus-Christ, les Fujiwara et les Sugawara étaient deux des familles qui tenaient le pouvoir au Japon. Les Fujiwara sur le devant de la scène, si je puis dire, extrêmement influents politiquement, exerçant des fonctions de premier plan auprès des différents empereurs qui ont pu se succéder. Autrement dit, c'était eux qui décidaient pour le Japon à cette période-là. De l'autre côté, on a les Sugawara, proches eux aussi du pouvoir, mais moins dans la politique et plus dans le savoir. C'était des hommes érudits, des médecins, des professeurs. Et d'ailleurs, Sugawara no Michizane, l'ancêtre de Yuta, on découvre ça dans le tome 0, était un poète proche du pouvoir lui aussi, qui par un jeu politique orchestré par les Fujisawa a été contraint à l'exil sur une des nombreuses îles que compte le Japon. Après sa mort, se sont abattus plusieurs plaies sur le pays, la lèpre et la sécheresse entre autres, qui ont eu comme effet de causer la mort de l'empereur Daigo de la famille Fujiwara. Après ça, on a rendu de façon posthume ses titres à Sugawara no Michizane. Il est maintenant un dieu prié par les étudiants pour leur porter chance dans leur examen. Et dans Jujutsu Kaisen, Akutami en a fait un des 3 principaux esprits vengeurs du Japon. En sachant ça, et en voyant l'expression d'Uro, et donc là on en revient au chapitre, on peut imaginer sans trop de problèmes qu'elle n'a pas un super souvenir de son passage chez les Fujiwara. Elle évoque notamment les regrets, encore cette notion omniprésente dans Jujutsu. Elle parle des regrets de sa première vie, donc est-ce qu'elle regrette certaines actions qu'elle a pu faire sous le commandement de cette famille ? C'est totalement envisageable. Est-ce qu'elle a été trahie par les Fujiwara ? Pourquoi pas ? Et donc, quand elle découvrira probablement bientôt que Yuta descend de la famille rivale, et j'en viens avec le titre de cette review, est-ce que, comme avec Yuji et Iguruma, Yuta pourrait faire d'Uro une alliée dans la traque ? Ça me paraît pas complètement improbable, et je pense que c'est ce que j'ai envie de voir. À ce stade, je rêve, et vraiment, il n'y a que Jujutsu pour me faire dire ça, mais je rêve d'un petit chapitre ou 2 en mode flashback sur cette période pour voir vraiment comment ça aurait pu se passer à cette époque. Et pourquoi pas, puisque Uro, qui nous a été introduit, était proche d'un des clans, voir ça à travers son point de vue, je pense que ça pourrait être narrativement un biais plutôt malin. On va finir sur Yuta en ce qui concerne les personnages avant de conclure. Sa popularité explose sur les réseaux sociaux. Je vois Yuta partout et c'est vrai que il est magistral, il est incroyable, c'est un sans faute. Il est d'un calme olympien, d'une confiance en lui qui crève tellement de plafond que ça en confère à l'insolence. Je l'ai déjà évoqué, mais on sent bien la prise de maturité depuis le tome 0. Il prend le temps. Il analyse son adversaire, il aborde des stratégies, s'adapte quand ça fonctionne pas. À l'heure actuelle des choses, je vois pas bien qui pourrait l'arrêter, à part évidemment les principaux antagonistes qu'on connaît. Voilà. Donc bien évidemment qu'on en redemande comme chaque semaine. Pour la suite, et ça servira de conclusion, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dirige donc pas vers un 2 contre 1, Uro et Ryu contre Yuta. Non, on sera bien sur un 1 contre 1, dans la mesure où, je vous le rappelle, les 4 exorcistes qui nous ont été introduits dans le chapitre 174 ne formaient pas de coalition. Et puis on l'a vu vers la fin du chapitre, Uro et Yuta s'ordonnaient à eux-mêmes de passer à l'attaque contre Ryu, chacun de leur côté. Et puis, on verra si mes histoires d'alliance entre Yuta et Uro se réaliseront. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, ce petit gros blabla. On se retrouve lundi prochain sur cette même chaîne vers 17h, entre 17h et 17h30 comme d'habitude. En attendant, prends soin de toi, tu connais la chanson, moi je te dis à la prochaine.